Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la possibilité d'un Maroc 5.0 en cette situation pandémique. Je suis très heureuse d'avoir parmi nous Mehdi Naïm, un designer de grand calibre, ingénierie fondamentale en génie civil, architecture, conception de produits, design industriel et technologie du futur. Et il est présent parmi nous aujourd'hui pour nous parler de son projet anti-Covid, le robot Simo. La discussion sera animée par Haroun Sebri, enseignant-chercheur en génie industriel et spécialiste industrie 4.0, chaîne logistique intelligente, smart cities et intelligence artificielle. Il accompagne et prépare le terrain pour l'industrie du futur. Je vous propose tout de suite de rencontrer Mehdi Naïm et Haroun Sebri dans une discussion ouverte sur le projet Simo et la philosophie de design derrière un robot anti-Covid. Et donc avec le Covid, avant le Covid, j'ai travaillé sur le développement des projets de robots industriels, que ce soit des bras robotiques, des bras Delta, des robots Delta ou des robots cartésiens. Et donc, la particularité de ce type de robot, c'est qu'on sait bien qu'ils doivent soit usiner, soit imprimer en 3D, soit faire des choses comme ça, mais c'est pas comme la typologie du projet dans lequel sur lequel on va travailler ensemble. Ce projet que j'ai baptisé Simo, il est né justement de cette expérience de confinement du Covid. Et donc, l'idée, c'était de développer une sorte de solution 100% marocaine, justement, robotique, qui peut s'insérer dans l'univers médical, qui peut faire face à certains cas de pandémie extrême, comment les médecins ils peuvent rentrer dans la salle d'examen, des choses comme ça. Mais en même temps, il se greffe sur un projet qui n'avait rien à voir avec la santé, que c'était un projet de robot d'accueil. C'est très tendance en ce moment. Aujourd'hui, toutes les études, elles ont démontré que les gens, ils interagissaient mieux avec un robot qu'avec une borne intelligente. Hein. Vous savez, quand on va dans les banques, etc., on a une table tactile sur laquelle il y a des applications, des choses comme ça. Mais le robot, en fait, il peut intégrer des émotions qu'une borne ne peut pas intégrer. Et donc, le projet actuellement, c'est le mix entre un robot d'accueil qui peut partager des informations, indiquer une direction, etc. et un moyen d'être au plus près des malades hyper atteints, des choses comme ça. Donc, il fallait ajouter des éléments dont Haroun a évoqué tout à l'heure, comme machine learning, deep learning, l'intelligence artificielle, etc. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une interface mobile, soit à l'intérieur d'un hôpital ou d'une clinique, qui peut se déplacer facilement. Je sais qu'il y a des programmes qui permettent de suivre des traits blancs, des traits noirs. Donc, voilà, je pense que vos compétences vous permettent de mieux cerner ce type de besoin pour une machine pour se déplacer, se reconnaître, même la reconnaissance faciale, peut-être reconnaître des médecins. L'idée, c'est vraiment d'avoir une interface qui interagit avec les humains, qui peut faire aussi jouer le rôle d'intermédiaire entre l'administration, la gestion des dossiers, par exemple, et le type d'information pratique dont le médecin il a besoin, porter assistance aux infirmiers, aux infirmières. Donc voilà, c'est des éléments comme ça que j'imaginais dans ce projet de robot. Donc il y avait une autre problématique. Moi, je suis dans le design industriel depuis des années. Je sais que les sujets qui touchent tout ce qui est progrès et développement, ne connaissent pas, on va dire, une grande motivation culturellement. Donc il fallait, et souvent même au niveau sémiologique, quand on créer des formes contemporaines, s'il n'y a pas un moucharabier, etc., au Maroc, on se dit, c'est pas marocain, machin, etc. Donc, pour pallier à cette problématique, je me suis inspiré un peu d'un élément
folklorique et culturel marocain qui est universellement connu, qui est la djellaba, parce que je trouvais que sa forme géométrique, sa forme architecturale permettait d'englober un ensemble de systèmes qu'on peut embarquer, des éléments comme ça, et puis ça crée un effet visuel qui peut être intéressant, l'identification, parce que c'est important qu'un projet comme celui-là, parce que les robots de ce type, on les met dans la case humanoïde, donc ils doivent porter en eux une forme de reflet de la société qu'ils incarnent, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu le choix et aussi, donc voilà, il restait encore un dernier élément à régler, c'est comment on peut désinfecter ce type d'engin. Parce que quand ils sont proches des malades hyper atteints, il y a des bactéries, des virus qui peuvent se coller sur leur corps extérieur. Et donc c'est là où j'ai trouvé que c'était pertinent d'utiliser une dernière technologie de plastique. C'est des plastiques qui sont antibactériens. C'est qu'ils sont chargés avec des ions de cuivre ou de fer, je ne me rappelle plus exactement, qui va déstructurer, on va dire, la molécule ADN du Covid, etc. Mais le projet, il n'est pas censé juste répondre à la problématique du Covid, mais à toute problématique pandémique. En fait, comment on peut intervenir dans un environnement hospitalier en préservant le maximum de sécurité, en se protégeant aussi. Donc voilà, je ne sais pas si... Oui, c'est très intéressant ce qu'il a dit. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, j'ai essayé de relever des points et ce que j'ai apprécié dans votre intervention, c'est qu'on pourrait généraliser les choses. On va profiter de cette situation-là, de cette crise pandémique, parce que tout le monde est conscient, ils sont prêts à accepter, il y a l'aspect sémiologique que vous avez mentionné, et que les gens ils sont prêts à accepter cette solution-là. Nous allons profiter de l'occasion pour pouvoir généraliser les choses, c'est ce que j'ai apprécié. Donc, il y a différents piliers, il y a l'aspect design industriel, différents partenaires qui vont intervenir, c'est ce que vous m'aviez dit autrefois, il y a des partenaires industriels, il y a des fabricants, il y a de nouvelles technologies, et il y aura aussi une contribution machine learning, l'intelligence artificielle, de telle façon à pouvoir optimiser que ce soit le routage, ou bien l'interaction en machine, c'est un aspect très intéressant. D'ailleurs, le professeur Tchetoani, il travaille sur cet aspect-là, l'interface en machine, et les systèmes cyber connectés. Aussi, lorsque vous aviez parlé de plastique, donc il y a pas rare, c'est un ami étudiant, donc il est un futur ingénieur en génie industriel, il est en train de travailler sur les imprimantes 3D, donc je vais le greffer sur le projet, de telle façon à ce qu'ils puissent travailler ou bien collaborer sur la matière. Donc il y a l'aspect de l'impression 3D parce que exactement, j'aimerais bien oui, on parle hier, vous m'aviez dit qu'il y a l'aspect d'impression 3D. Exactement. Moi, l'impression 3D, c'est un domaine que j'affectionne depuis 2008. Donc, au sein de mon atelier, je possède plusieurs types de machines, que ce soit en FDM ou en SLA. Et durant toutes ces années, en fait, je me suis appliqué à trouver la bonne application de ce type de technologie. Et c'est vrai que dans le cas de notre projet, le choix de l'impression 3D me paraît judicieux sur deux points. Le premier point, c'est que ça permet d'économiser les frais d'outillage. Parce que si on veut réaliser un robot de 1,30 m de haut sur 60 cm de large, si on veut l'injecter, il nous faut des moules qui coûtent des millions d'euros. Si on veut même le thermoformer, il va nous falloir une matrice qui va coûter de l'argent. Donc en fait, c'est comme si on va faire le travail deux fois. Donc le deuxième point qui m'intéresse dans l'impression 3D, c'est qu'aujourd'hui, c'est le seul procédé industriel qui est écologique. Parce qu'on n'a pas de soustraction de matière, mais on a une addition de matière, donc finalement, on n'exploite que la matière dont on a réellement besoin. Et le troisième point, c'est que ce projet de robot, il est censé aussi répondre à l'urgence des situations. Admettons qu'on a un cas d'un virus hyper dangereux qui apparaît, je ne sais pas, à l'autre bout du Maroc. Peut-être que cette clinique ou hôpital qui se trouve dans le désert ou à la montagne, il suffit qu'ils aient une réparable
et pouvoir imprimer le robot eux-mêmes, idéalement. En tout cas, l'aspect extérieur, voilà, l'idée c'était qu'il soit opérationnel quel que soit l'endroit où on veut utiliser ce type de technologie. Après, pour les caisses électroniques, aujourd'hui, on a un partenaire qui n'est pas le moindre, qui est Nextronic. C'est une boîte voilà, de notoriété nationale et qui, eux, déjà, ils ont leur propre micro-ordinateur, une sorte d'Arduino d'un côté, comme ils ont les moyens et les possibilités de fabriquer en série les PCB. Donc, tout dépend des choix qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce qu'on se base sur des systèmes sur des programmes open source ou développer nos propres logiciels? Parce que si on va s'appuyer sur des langages open source, des choses comme ça, on peut, pour gagner du temps, voilà, utiliser des systèmes d'Arduino ou Raspberry, mais on peut aussi pousser les choses un peu plus et développer nos propres systèmes, nos propres PCB. Donc ça, moi, je cherche pas, c'est selon votre choix. Donc voilà, il y a ces aspects-là. Et donc, dans la matière, pour revenir à la matière, je suis désolé, moi je suis trop dans la pensée arborescente, donc des fois ça m'arrive de sauter. Je suis en train de prendre, justement, des notes. Et donc voilà, ce matériau plastique aujourd'hui, il est développé par une université américaine à Berkeley, mais on peut, comme il se trouve sur le commerce, donc en tout cas, voilà, soit on développe un partenariat avec cette université américaine, soit voilà, on peut s'en passer et se procurer ce matériau directement de chez des fournisseurs. Donc il n'y a pas de... Alors, juste pour éclaircir quelques points, parce que vous aviez parlé d'impression 3D. Alors, l'impression 3D, je voudrais juste apporter quelques commentaires. Vous avez parlé de SLA, d'école nucléaire. C'est très écologique, donc l'empreinte carbone est très faible. L'apport que peut apporter l'impression 3D pour ce genre de projet, c'est que on travaille plus sur des supply chains déconnectées. Alors, une supply chain déconnectée, c'est une supply chain assez récente. Ça entre dans tout ce qui est industrie 4.0 ou bien supply chain 2.0. C'est le même courant de pensée. Au lieu d'avoir des partenaires qui devraient être présents physiquement, localement, et la création de la valeur va se faire étape par étape, avec l'impression 3D, on peut couper ce lien-là entre les différents partenaires. Vous êtes designer en France, nous avons un labo par exemple à l'université, nous avons une carte électronique qui va être dans un autre endroit qui va être codée. Et cette collaboration sur cloud, ou bien utilisant les dernières technologies, on peut produire quelque chose pour répondre à un besoin urgent dans un hôpital, dans une autre région. Et vous avez mentionné quelques technologies, je voudrais très bien les expliquer pour les personnes qui vont nous rejoindre. SLA ou bien FDM, ce sont des technologies de dépôt de matière. Il y a le photopolymère avec la SLA, ça offre plus de précision, et l'autre, ça ressemble plutôt aux méthodes classiques qu'on avait pour la CNC. Dans la CNC, qu'est-ce qu'on fait? On prend de la matière, maintenant on dépose de la matière, c'est plus écologique. Vous avez aussi mentionné la RepRap. La RepRap, c'est un modèle open source que tout le monde pourrait reproduire localement. Donc, il y a les plans, il y a le design et tout. Donc, la RepRap, c'est tout le monde qui travaille sur la FDM, beaucoup de matière, et qui coûte pas cher. Donc, je crois si je l'ai ça coûte environ $300. Mais moi, je connais pas mal d'ateliers sur Casablanca qui fabriquent des RepRap. Aujourd'hui, c'est démocratisé. Même personnellement, voilà, avec les étudiants, s'il faut que l'atelier il ait sa propre, on peut la fabriquer. Il y a pas, comme je vous ai expliqué, moi j'en ai réalisé parce que on l'appelle imprimante 3D, mais en réalité c'est un robot cartésien. Parce qu'il se déplace en X, Y, Z, et on a un autre type du même de robot qu'on trouve dans l'impression qui est les robots Delta. C'est juste qu'ils sont plus précis, etc. Donc, moi, s'il faut voilà, mettre en place
je sais pas, construire même une imprimante pour un hôpital pour compléter le scénario, parce qu'à un moment donné, on va prototyper. J'ai bien envie, en fait, voilà, qu'on puisse intégrer un hôpital. Là, je cherche justement un hôpital qui peut rejoindre le projet. Mais l'idée, c'est vraiment de faire vivre cette expérience, genre dans un coin, par exemple, on a une difficulté sanitaire, et ben il nous faut des moyens d'hygiène ou voilà, des moyens qui permettent de garder une certaine distance. Voilà, on peut mettre en place toute la chaîne quelque part, mais c'est pas indispensable parce que voilà, moi personnellement je suis équipé avec toutes les machines qu'il faut, donc déjà pour le prototype je peux le réaliser sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est de travailler à large échelle avec les autres. Exactement, parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis tombé comme ça dans le sujet du robot. Je vous ai pas un peu expliqué d'où m'est venue cette intuition. C'est qu'aujourd'hui, avec cette histoire de Covid, on s'est rendu compte que le monde tel qu'on le connaissait, il peut souffrir de certaines fragilités, surtout le monde économique. On a vu avec le confinement que tout le monde était obligé de rester chez lui et que on va dire l'économie, elle a subi une forme de lenteur à cause de ça. Alors l'idée de base, c'était comment maintenir une économie d'un pays comme le Maroc, hein, malgré des conditions voilà, un problème de pandémie, etc. Et donc aujourd'hui, tous les analystes, quand on étudie un peu le type de société qui doit émerger après le Covid, ils mettent le doigt sur les sociétés 5.0, sachant bien que la société 5.0 n'a pas surgi dans la tête des concepteurs à la veille du Covid, mais c'est un projet qui a été porté par les Japonais en 2015 de la société 5.0. Pourquoi les Japonais ou les Coréens, la Corée du Sud, ils investissent dans la société 5.0? Parce que eux, ils sont confrontés à des problèmes que nous, on ne connaît pas. Eux, ils souffrent du vieillissement de la société, des éléments. En fait, il leur faut de la relève pour maintenir leur société debout. Dans notre cas, c'est vrai que le sujet du robot, il est déjà un peu galvaudé. Pour nous, le robot, c'est quelqu'un qui va forcément prendre le travail de quelqu'un ou qui va supprimer un poste de travail, etc. Tandis que dans cet univers de la société 5.0, le robot, il joue le rôle de complémentarité avec l'être humain. D'ailleurs, même les bras robotiques, aujourd'hui, toutes les startups qui se lancent dans les robots industriels, ils ne parlent plus de robots, de bras robotiques, mais ils parlent de cobots, de robots collaboratifs. Donc aujourd'hui, les sociétés, elles sont invitées à créer cette culture de collaboration entre la machine et la société elle-même. Donc moi, l'une des premières craintes le lendemain de la fermeture des frontières, moi j'avais pas mal de projets au Maroc, pas mal de contrats, un workshop justement avec Haroun et Mundiapolis, et tout s'est effondré du jour au lendemain. Et donc je me suis dit, mais comment notre société, elle peut maintenir le cap malgré des contextes de confinement, des choses comme ça. Et donc, on va dire, c'est ce sentiment qui a nourri le projet au départ. C'est comment on peut, dans des situations où la société est confinée chez elle, comment on peut préserver notre économie. Donc, le but, c'est pas vraiment faire de la robotique pour le plaisir du robot, hein, mais vraiment de mettre sur la table la problématique, justement les problématiques que tous les spécialistes indiquent. On parle, tout le monde dit que peut-être qu'il y aura des pandémies qui vont débarquer, etc. Donc voilà, l'idée c'était ça, c'était de travailler sur un projet de robot qui est censé soutenir la société ou en tout cas qui est là pour collaborer avec les gens et non pas le robot qui voilà, parce qu'il fait un travail de répétition sans se fatiguer, etc. Non, c'est pas les mêmes critères et c'est pas les mêmes raisons qui vont nous pousser à développer ce projet. Donc c'est vrai que la société 5.0, les Japonais, ils l'ont pensé après que les Allemands ont pensé l'industrie 4.0. Voilà aujourd'hui pourquoi il y a un lien très étroit entre l'industrie 4.0 et la société 5.0. Le Maroc aujourd'hui, il déploie des efforts énormes
pour s'approprier, et c'est tout à fait normal et naturel, cette industrie 4.0, mais le seul moyen qui nous permettrait de connaître un succès dans ce type d'industrie, c'est d'entamer des articulations autour on va dire, de ce qui fait la société 5.0. Donc, je ne sais pas si j'étais clair. Oui. D'ailleurs, on s'est rencontrés la première fois dans le forum de l'industrie 4.0, je crois. Exactement. Maintenant, on est en train de parler industrie 5.0. J'adore toujours des discussions avec Simedi parce que vous êtes en train de mentionner des sujets qui sont, bien des termes qui sont très, très intéressants, surtout pour l'économie nationale, pour l'économie marocaine. Alors, en l'état actuel, c'est vrai que l'industrie 4.0, ça a été, ou bien le terme, ça a été introduit par les Allemands la première fois en 2010. 5.0 par les Japonais en 2015. L'idée, c'est que lorsque les Japonais ils ont commencé à intégrer l'aspect 4.0, ils ont découvert qu'il y a ce homme versus machine, il y a homme contre la machine. Et au lieu de penser les choses que la machine va remplacer l'homme, il faut créer un système ou bien un tissu ou bien un environnement dans lequel la machine elle est là pour servir l'homme. Dans les années 90, nous avions ce problème-là, ce problème culturel. Est-ce que l'homme peut, ou bien la machine peut remplacer l'homme? Si vous vous rappelez très bien de Garry Kasparov contre Deep Blue, c'était le premier élément qui a relevé un petit peu la matière. Récemment, il y a Google qui a parlé avec, ou bien qui a développé le AlphaGo. C'est-à-dire que les machines ont prouvé que non seulement ils peuvent faire du décisionnel, non seulement ils peuvent faire de la mécanisation, mais de l'intelligence artificielle. Ils peuvent prendre des décisions qui sont plus éclairées dans quelques disciplines. Du coup, on a toujours besoin de cette collaboration en machine. Et pour revenir justement à notre projet, ou bien le projet que vous êtes en train de présenter aujourd'hui, il serait très intéressant. Donc, nous avons les collaborateurs Nextronic. Le Next One a été créé par des ingénieurs marocains, donc parmi eux Ahmed Costa. Donc malheureusement il n'est pas présent avec nous aujourd'hui. C'est lui qui a conçu le design. Je crois qu'il l'a donné en open source. C'est quelque chose qui ressemble à je crois Arduino. C'est un petit Arduino ou l'autre. Nous avons des cartes ou bien des PCB qui sont marocaines. Nous avons du savoir-faire marocain. Nous avons parmi nous aujourd'hui, c'est Mehdi, un designer, porteur du projet qui est marocain. Du coup, nous avons tous les éléments pour que cette recette-là puisse réussir. Et je peux apprécier l'idée qu'au lieu de faire la transition directement 4.0, il faut profiter de l'expérience des autres nations qui ont déjà fait la transition et faire du prévisionnel tout simplement, au lieu de créer des robots qui sont là, genre des robots qui vont faire du labor classique dans les industries, de faire des robots collaboratifs. D'ailleurs, ce projet entre dans cette optique-là. C'est un robot collaboratif. On aimerait bien contacter quelques structures de santé pour qu'elles puissent, je dirais, moi je parle en tant qu'ingénieur. Il serait très intéressant d'avoir une structure de santé dans laquelle il y a une unité d'impression 3D, une unité ingénierie dans laquelle l'ingénierie va servir la médecine. On fait bien ça avec les gens qui travaillent sur le dentaire. Ils ont déjà adopté ça, mais côté pandémique, malheureusement, on ne voit pas cette réaction de la part du système de santé. Donc, je crois que nous avons tous les éléments pour que ça réussisse. Donc, nous avons les structures, nous avons des personnes qui sont motivées pour travailler sur la matière. Donc, il ne reste plus qu'adresser un plan ou bien... Exactement, un rétro-planning. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresserait et qui nous aidera tous ensemble à bien porter ce projet, c'est qu'on puisse faire un tableau avec des noms, prénoms et le profil de chacun pour optimiser un peu les ressources. Alors, ce qui me permettrait en fait de Pardon? Est-ce qu'on pourrait faire les choses sous forme open dès le début? Genre une repo sur GitHub, quelque chose comme ça pour le code. Et on va dresser une liste publique dans laquelle tous les ingénieurs marocains qui peuvent collaborer sur la matière vont pouvoir intervenir. Bien sûr. D'ailleurs, pas parce que je parle de mon expérience,
J'ai travaillé avec quelques ingénieurs qui sont brillants sur le développement d'un ventilateur, un respirateur, non pas un ventilateur classique, mais un vrai respirateur. D'ailleurs, vous avez proposé de faire le design pour ce respirateur-là. On est en train de faire un petit peu de la simulation pour que ça soit sur les normes internationales, donc on veut offrir un produit de qualité. L'idée, ce n'est pas de répondre à l'urgence, mais de rendre quelque chose de plus généraliste, comme Exactement. ce que vous êtes en train de proposer aujourd'hui. Donc, il s'agit seulement de dresser un plan sur lequel on va travailler. Nous avons des ingénieurs qui sont brillants et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous voudriez aussi intégrer les étudiants. Donc, est-ce que vous pouvez parler de cet aspect-là, la contribution que vont apporter les étudiants, cet esprit frais, Ben, vous savez, moi, ma passion, c'est l'innovation avant tout. Hein. Et l'innovation, voilà, elle a besoin d'esprit qui est pas encore marqué par les habitudes. Un imaginaire vif et une intuition débordante. Les étudiants, déjà, leur jeunesse leur garantit pas mal d'ingrédients qui permettent aux innovations de réussir, ça d'un côté, et de l'autre, ils ont tout pour innover, mais l'innovation nécessite une forme de discipline et comment dire, une fermeté vis-à-vis des objectifs à atteindre. Ça veut dire que tout ce qui peut faire défaut à la jeunesse, on va dire. Et donc, si on veut que nos sociétés demain innovent, il faut habituer les gens à innover. Et je trouve que les meilleurs candidats à l'innovation, ça serait les étudiants. Donc, voilà, c'est parce que les étudiants, on a aujourd'hui, ils sont étudiants, mais demain, ils seront des décideurs, ils seront des ingénieurs, ils seront chefs de projet. Et donc, c'est en travaillant sur des projets un peu qui sortent du lot, qui va. Donc voilà, ça me paraît tout à fait important que les étudiants participent parce que bon voilà, ce sont eux qui sont censés porter demain. Et donc, quand on est étudiant, on travaille sur des projets. Parce que moi j'enseigne en France et au Maroc. Au Maroc, il y a quelques années, comme la majorité des designers ou des architectes, j'ai commencé à enseigner le design dans des écoles d'archi ou de design. À un moment donné, j'ai compris que ça ne le faisait pas. Donc en rentrant en France, j'ai été sollicité par des écoles de commerce qui voulaient que j'enseigne. Et l'idée c'était quoi? C'était que en fait le design, ceux qui décident du design, c'est pas les designers, mais plutôt les marketeurs, les managers, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, j'essaye d'ouvrir un peu le domaine du design au maximum de gens. Donc, et c'est vrai que les étudiants, voilà, ils ont une telle facilité à innover, ils ont parce que souvent, l'innovation, elle nécessite une forme de folie. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir les pieds trop ancrés dans la terre. Donc, voilà. Et donc, si on veut vraiment porter ce projet, parce que moi, autant je maîtrise des aspects du design, comment même fabriquer, etc. Mais tout ce qui concerne l'électronique, moi, j'ai pas des compétences comme vous. Donc, j'ai besoin de jeunes qui peuvent casser les habitudes d'un côté, peut-être trouver des procédés plus simples ou simplifiés, en tout cas pour tomber sur quelque chose de nouveau. Donc, je veux que ce projet, du moment, voilà, c'est un projet qui s'adresse à notre société vis-à-vis des enjeux de demain. J'ai envie quand notre esprit marocain puisse explorer à travers ce projet toutes les formes de nouveautés qui peuvent être utiles pour nous. D'accord. Donc l'idée, c'est d'apporter cet esprit frais. D'ailleurs, il y a un terme pour qualifier cet esprit d'innovation, donc une certaine plasticité. Pour ces jeunes-là, c'est ce qu'on appelle le divergent thinking. C'est ça. Mais vous avez raison, il faut discipliner ce divergent thinking pour que ça puisse servir. Exactement, parce que j'ai envie d'aller un peu dans cette culture de l'innovation, parce que souvent, depuis le cogito cartésien, l'intuition, elle s'est disqualifiée.
elle s'est complètement disqualifiée, sachant bien que le cogito cartésien, il dit s'il n'y a pas l'imagination, s'il n'y a pas l'intuition, il n'y a pas de raison. Donc, quand on va au bout du design, sur quoi on tombe? On tombe que je parle pas du design qui cherche à décorer. Non, je parle du design autant que on va dire activité globale et globalisante, transversale, voilà, qui s'intéresse autant à la technologie qu'à l'art qu'à la science. Et donc le design, c'est le domaine de l'intuition. Voilà pourquoi, pour réussir un bon design, il nous faut un designer qui incarne l'intuition et un ingénieur qui incarne la raison. En les combinant tous les deux, on peut anticiper demain tout en le réalisant. Donc c'est très important cette combinaison. Et ça fait des années que je défends l'idée que le Maroc doit développer des profils designers qui sont capables de travailler, pas des designers qui sont au service d'architectes. C'est comme si vous prenez deux types qui ont de l'intuition, vous les mettez ensemble. À un moment donné, ça va rien donner. Tandis que si on prend, c'est comme même le cerveau humain, il est composé de cerveau gauche et cerveau droit. L'un qui est dans l'attention, dans l'instant, et l'autre qui est dans voilà, l'imagination active ou ceci ou cela. Et donc c'est ce schéma qu'on cherche à reproduire dans le design produit. Parce que le design produit, il n'a pas vocation à faire de grandes innovations qui vont révolutionner la société. Non, il a juste vocation à prendre des inventions qui existent et les rendre praticables. Et donc, finalement, les plus grandes innovations auxquelles s'attend même le monde aujourd'hui, parce que les innovations de rupture, il n'y en a plus presque. Tandis que les innovations d'usage, c'est ce qui va débouler dans notre vie les prochaines années. Et ce projet de RobotSimo, il met en exergue ça. On ne cherche pas à réinventer la robotique. Il n'y a rien de nouveau dans ce projet. Je vais être honnête avec vous. La matière, elle existe déjà. L'électronique, elle existe. Les techniques de fabrication. Mais en fait, c'est juste prendre des éléments qui existent, les assembler, les mixer entre eux et faire de sorte à ce qu'elles nous donnent un nouveau usage qui répond à un besoin qui existe. D'accord. Des pays comme des pays européens, Amérique du Nord et Japon, Corée du Sud. Aussi parce que des fois, il y a des enfants qui se trouvent à l'hôpital et il n'y a pas d'autres enfants avec lesquels ils jouent ou des choses comme ça. J'ai envie que ce robot, c'est pour cela qu'il aura un visage avec des expressions émotionnelles, qui puisse aussi amuser des petits enfants qui se trouvent dans des conditions de santé un peu difficiles, enfermés dans un hôpital, etc. Donc c'est vraiment un robot qui est là pour combler toutes les problématiques que peut connaître un patient dans l'hôpital. C'est vrai qu'il peut s'occuper très bien des gens gravement atteints, mais il peut aussi s'occuper des gens voilà, qui ont besoin, par exemple, on peut programmer des cachets qu'un patient il doit prendre, il peut venir de lui-même lui donner. Donc voilà, c'est vrai qu'il aura un aspect et un corps, mais après ce qu'on va mettre à l'intérieur comme possibilité, il n'y a pas de limite. Tout dépendra de votre ingéniosité et de votre sens de l'innovation. Merci pour cette intervention. J'essaierai de ma part de lister un ensemble de fonctionnalités ou bien de disciplines qui vont être côté ingénierie, de discipline côté ingénierie. Donc, comme vous l'avez mentionné, donc on va pas être limité par ce qui va être à l'intérieur du robot en termes de fonctionnalité. Donc, j'essaierai de mettre un Smart Assistant, donc des mémos, quelque chose comme ça. Donc, nous avons la technologie pour pouvoir le faire en open. Donc, on pourrait accéder à Google Now, on pourrait accéder à Alexa, quelque chose comme ça. Génial. Le traitement, on appelle ça. Traitement vocal, c'est ça? Exactement, oui. Oui, traitement vocal. Donc, il y a des bibliothèques qui sont open. On pourrait faire aussi la reconnaissance faciale, oui, avec OpenCV ou bien des bibliothèques sur cloud. Est-ce que vous pensez que le robot devrait être connecté? De préférence, si on veut, par exemple, admettons qu'il est à côté d'un médecin. Le médecin, il veut consulter le dossier d'un patient. Au lieu d'aller chercher le dossier ou machin, je veux que le robot il puisse se connecter au réseau de l'hôpital et sortir. Je dis des bêtises peut-être, mais voilà. Oui, en tout cas, je veux qu'il soit aussi une interface
pour accéder à des informations sur un patient ou des choses comme ça. Et il aura aussi la possibilité de prendre la température par infrarouge, par exemple. Et, voilà, un peu tous les outils dont on a parlé durant le Covid, etc. J'ai même envie de... Là, j'ai commencé à étudier une version du même robot, mais qui permettrait d'avoir des lampes UV pour tout ce qui est désinfection, stérilisation, pardon. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, le robot en lui-même, il aura un corps et dans lequel on peut... Et je l'ai conçu de manière à ce que même son corps extérieur, il peut être modifié selon les types de capteurs qu'on peut mettre. Donc modulaire. Exactement. Je vais vous envoyer la modélisation 3D. Toutes les pièces, elles dépassent pas. Il est constitué de tesselles qui dépassent pas 20 cm². Donc elles sont imprimables. Imprimables, petites. Moi, j'ai des imprimantes qui vont jusqu'à 1,50 m. J'ai pensé à un moment donné de l'imprimer d'un coup. Mais je me suis dit, non, et si j'ai envie de modifier un endroit, peut-être qu'au lieu d'avoir une pièce comme ça, je veux qu'il y ait un trou. Et donc finalement, il est fait comme un puzzle. Des pièces de 20 cm² qui s'emboîtent pour cacher en fait ce qui sera à l'intérieur. D'accord. Donc oui, ça répond à la question. Il faudrait toujours, parce que tout à l'heure vous aviez parlé de 4.0, 5.0, donc l'aspect connecté, il ne faudrait pas le voir comme quelque chose qui va pénaliser le projet mais c'est le boost, c'est le catalyseur, c'est l'aspect sur lequel tourne cette révolution industrielle de type collaboration 5.0. Sur quelle place on peut céder aux robots dans notre société séculière et ancestrale. Effectivement, nous avons besoin de l'aspect design pour pouvoir réussir cette transition. L'ingénierie aussi. En fait, c'est juste de les marier. Oui, de notre part, on voit que l'ingénierie elle est déjà là avec des projets comme Boston Dynamics, avec Google Duplex. Je ne sais pas si vous avez vu Google Duplex, c'est de l'intelligence artificielle qui arrive à communiquer avec un être humain à travers le téléphone, et l'être humain n'arrive pas à différencier la voix. Donc il croit que c'est un être humain. Donc c'est un dialogue qui est courant, comme le dialogue qu'on arrive à faire aujourd'hui. Et ça a fait peur au public. Du coup, on a besoin de l'aspect design pour Exactement. Transition. La semaine dernière, il y a Boeing qui ont mis en place le premier drone doté d'intelligence artificielle, un drone militaire. Oui. Donc, on aura déjà des avions qui décident d'elles-mêmes. Donc voilà, c'est des réflexions. Moi, je suis très conscient de notre background culturel qui date depuis les Atlantes. Mais j'ai envie qu'on ait une réponse pour demain. Inch'Allah. On va réussir, Inch'Allah. Shukran, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Au revoir. Merci.